En octobre 2024, quelque chose est apparu sur Tubi qui a figé plus de 2 millions de personnes en plein défilement et les a fait se pencher plus près de leur écran. Pendant plus de 40 ans, ces images sont restées enfermées dans les coffres des studios à l'abri du monde. Les dirigeants les avaient qualifiées de trop crues, trop chargées d'émotions, trop révélatrices pour être diffusées. Red avait transformé ce qui était censé être sa dernière prestation en quelque chose de plus proche d'un confessionnal. Il parlait directement à la caméra comme s'il s'agissait d'un thérapeute de longue date. Il a déballé des tragédies familiales, admis ses illusions de carrière et exposé des échecs personnels dont personne ne soupçonnait l'existence. Les spectateurs ont juré qu'ils avaient l'impression de tomber sur le journal intime d'un inconnu, écrit à l'encre et dans les larmes. Le vrai mystère, celui qui a hanté les téléspectateurs par la suite, était simple: pourquoi maintenant ? Pourquoi avait-il finalement décidé que le monde était prêt à le voir ? Red Skelton est né le 18 juillet 1913 dans une cabane en bois, exiguë à Vincennes, dans l'Indiana, 2 mois après que son père se soit effondré et soit mort d'une insuffisance cardiaque à l'âge de 37 ans. Son père était clown au cirque Hagenbeck Wallace, un homme qui faisait rugir les foules, mais qui n'apportait que peu de rire à la maison. Son décès laisse la mère de Red seule avec 4 fils et sans argent. Leur petit magasin général a fait faillite et la famille a dû compter sur la gentillesse des voisins pour rester à flot. Red portait des vêtements d'occasion, en lambeaux, se couchait souvent le ventre vide et avait la réputation d'être l'enfant le plus pauvre de l'école. Mais très tôt, il a découvert l'étrange pouvoir du rire. Une seule blague bien sentie pouvait atténuer la cruauté de la pauvreté. L'humour est devenu son armure, un outil non pas pour attirer l'attention, mais pour survivre. La faim gravée dans ses os a façonné son timing, ses expressions, la cadence de sa voix et toutes les vérités qu'il a dites plus tard sur scène. À l'âge de 7 ans, Red se tenait au coin des rues pour vendre des journaux à 300 l'exemplaire. Pour augmenter les ventes, il faisait des blagues, chantait, balayait les entrées, faisait des tours de passe-passe, tout ce qui lui permettait de gagner quelques pièces de plus. À 10 ans, il jonglait avec les emplois, comme il jonglerait plus tard avec les publics, il livrait de la glace, portait des cigares, lavait le linge, marchait des kilomètres dans le froid. Il a vu des mères mettre en gage leur alliance pour une miche de pain. Il a vu des enfants marcher pieds nus pendant l'hiver. Il a vu des mères mettre en gage leur alliance pour obtenir du pain et des enfants rester pieds nus tout au long de l'hiver. Pourtant, chaque moment passé à faire rire des inconnus est devenu une leçon qu'il n'a jamais oubliée. Les habitants de la ville murmuraient son nom non pas à cause de ses notes, mais parce qu'il pouvait faire rire un homme brisé comme s'il était redevenu un enfant. À 10 ans, il s'est enfui avec un spectacle de médecine. Il a rejoint Doc R. E. Lewis pour $10 par semaine, vendant des toniques miraculeux qui ne guérissaient rien d'autre que l'espoir. Il dormait dans des granges, des wagons et des coins de coulisses, tout en envoyant chaque centime à la maison. Un soir, il glisse de la scène et brise une caisse de verre. La foule s'est mise à rire. À ce moment-là, Red a réalisé que même une erreur pouvait être transformée en magie s'il se penchait dessus au lieu de la fuir. Il est resté dans le spectacle pendant 4 ans, accumulant des outils qu'il utiliserait pour le reste de sa vie. Accent, comédie physique, jonglerie, pantomime, synchronisation. Il a appris à être pauvre sans laisser l'amertume pourrir son cœur. Il a appris à jouer sans applaudissements. Il a appris à rire même quand il n'avait plus rien d'autre. Il n'a jamais connu son père. Seules les histoires ont survécu. Elles décrivent un homme peint à la graisse et à la fatigue, un homme qui est mort avant que le monde ne puisse le remercier. Red s'est accroché à ces histoires comme si elles étaient des écritures. Chaque fois qu'il entrait dans un chapiteau de cirque, chaque fois qu'il faisait face à un miroir avant une représentation, il cherchait le père qu'il n'avait jamais touché. La douleur ne l'a jamais quitté. Les nuits froides, lorsque les lumières s'éteignaient et que les rires s'évanouissaient, elle restait à ses côtés. Il a dit un jour que toute sa carrière avait été une tentative de restaurer ce qui avait manqué chez lui. Cette blessure est devenue le fondement de tout ce qu'il a construit par la suite. À 15 ans, il quitte l'école. Il avait $35 en poche et une promesse d'un comique burlesque de Chicago. En quittant Vincennes en stop, il n'emporte avec lui qu'une valise, un rêve fragile, et le souvenir de sa mère qui acquiesce silencieusement lorsqu'il passe la porte. Elle n'a pas essayé de l'arrêter. Parfois un enfant court vers l'avenir parce qu'il a déjà goûté à ce que signifie être laissé derrière.
Red a fait tous les concerts qu'il a pu trouver, des cirques aux boîtes de nuit, enfumées, des arrière-salles délabrées aux trottoirs animés. Il a travaillé pendant la Grande Dépression comme un homme qui court contre une horloge que personne d'autre ne peut entendre. À 16 ans, il rejoint le cirque Hagenbeck-Wallace, celui-là même que son père avait parcouru. Sous le chapiteau, il ne se contente pas d'être à sa place, il prend vie. Dans la sueur, le silence tendu avant qu'une punchline ne tombe, Red est devenu plus que drôle, il est devenu réel. Il rejoint bientôt une troupe de vaudeville muet appelée The Merry Mutes en tant que batteur. À 16 ans, il n'est pas autorisé à parler sur scène. Au lieu de cela, il mime, culbute, louche et tombe. Il imitait des animaux copiés des acteurs, imitait le chagrin et la joie. Il gagnait 5 $ par semaine, mais l'éducation qu'il en retirait n'avait pas de prix. Le silence lui a appris tout ce que les mots n'ont jamais pu lui apprendre. Son visage est devenu une carte vivante des émotions qu'il n'avait jamais osé exprimer à voix haute lorsqu'il était enfant. Il a appris comment faire ressentir à un public ce qu'il ressent sans prononcer une seule syllabe. En 1931, Bud Jones, et lui ajoute le dialogue à leur numéro. L'imitation de Clark Gable par Red rend les foules hystériques. Leur salaire hebdomadaire grimpe à 75 $, une fortune en cette période de dépression. Mais lorsque Bud le trahit, le spectacle s'effondre. Red n'avait pas seulement le cœur brisé, il était désarçonné, privé d'un rythme sur lequel il avait construit sa vie. Il se démène pour trouver du travail. Marathon de danse, marathon de marche, tout ce qui peut lui permettre de tenir le coup. C'est dans les décombres de ce partenariat qu'il rencontre Edna Stilwell, une ouvreuse de théâtre dont la plume est plus acérée que celle de la plupart des comédiens de radio. Ils se marient en 1934, elle a 13 ans, lui 21. Mais Edna avait un instinct qui pouvait transformer une simple idée en sensation. Ensemble, ils créent Guzzler's Gin, un sketch sur un ivrogne qui cache son alcool à sa femme furieuse. Le public a hurlé. Les clubs de Chicago en redemandent. Ce sketch est devenu leur tremplin. Edna écrivait, organisait, élaborait des stratégies et poussait Red à se perfectionner comme personne d'autre n'osait le faire. En 1937, il gagne 2000 $ par semaine. Le Chicago Civic Opera House débordait de gens désireux d'assister aux pitreries de Red et aux coups de théâtre d'Edna. Mais derrière le rideau, leur mariage se fissure sous le poids du succès. En 1937, Red prend un pari et rejoint The Avalon Time, une émission de radio. C'est là qu'il crée Clem Caddy Dollhopper, un campagnard qui parle lentement. Ce personnage a tout changé. Les auditeurs l'adorent. Les taux d'écoute ont augmenté de 30%. En 1938, les magasins vendaient des produits dérivés de Caddy Dollhopper. Les enfants imitent sa voix. La radio a trouvé sa nouvelle star. Les parents se sont mis à rire. Il avait construit quelque chose dont l'Amérique avait besoin. De l'humour sans cruauté. L'innocence sans la stupidité. Un personnage qui vous fait vous sentir en sécurité et idiot à la fois. En 1941, Red obtient sa propre émission sur NBC. Elle s'appelait The Red Skelton Show et atteignait 20 millions d'auditeurs par semaine. L'émission ne durait que 15 minutes par épisode, mais il l'a truffée de multiples voix personnages et routines. Willie Lump, Lump Jr., The Mean Whittle Kid. Esquisse après esquisse. Les gens n'en ont jamais assez, mais ce succès a un prix. Red travaillait sans relâche. Il écrit, il joue, il réécrit, il s'inquiète. Jusqu'à ce qu'un soir de 1943, lors d'une émission en direct, il s'effondre. Il a cru entendre la voix de son père qui lui disait « Continue ». Il ne pouvait plus respirer ni se tenir debout. On l'a fait sortir de scène et le spectacle s'est arrêté. Les médecins ont dit que c'était de l'épuisement. Red a dit que c'était le pire moment de sa vie. Mais lorsqu'il est revenu, sa comédie était plus sombre, plus profonde. Il y avait quelque chose dans sa voix qui n'existait pas auparavant. L'un de ses numéros les plus célèbres est celui de l'enfant méchant. Un sale gosse à la langue bien pendue et à l'esprit burlesque. Le public a hurlé, mais tout le monde n'a pas ri. La FCC a commencé à envoyer des avertissements. Les parents se sont plaints. C'était trop violent, trop grossier. Mais Red s'en moquait. Il pensait que la comédie devait montrer la vérité même si elle était désordonnée, même si elle mettait mal à l'aise. La controverse n'a fait qu'accroître sa notoriété. Les enfants ont cité les sketchs. Les adultes chuchotent des plaintes. Mais personne n'a éteint la radio. En 1944, Red gagnait 10 $ par semaine. C'était l'argent des stars de cinéma. C'était l'argent du manoir. Mais Red avait une faiblesse. Il jouait.
Une nuit à Las Vegas, il a perdu 50 000 dollars en une seule fois. C'était tout ce qu'il avait. Il n'y a plus rien. Il s'est assis à la table, les yeux creux, sans plus aucune plaisanterie. Les amis ont essayé d'aider. Edna a essayé de raisonner. Mais Red continuait à rechercher le même frisson que celui que lui procurait le rire. Le risque, la chance, le moment opportun. Il lui a fallu des années pour sortir de ce trou. Sa notoriété ne cessait de croître, mais son compte en banque était un avertissement pour tous les comédiens. Les applaudissements ne paient pas les factures, si vous ne savez pas quand partir. L'ascension de Red Skelton à la MGM commence discrètement en 1940, mais ne dure pas longtemps. Un découvreur de talent du studio l'avait vu exécuter ses numéros caractéristiques à la radio, et ils l'ont engagé sans sourciller. Son premier rôle au cinéma dans Flight Command n'a pas fait grand bruit. Mais lorsqu'il apparaît dans Dr. Kildare's Wedding Day, en 1941, tout change. En 2 jours seulement, il a tourné une scène d'ivresse pantomime qui a donné l'impression que tout le film lui appartenait. Lou Ayers, la véritable star, déclara plus tard que Red avait volé la photo. Le public ne s'est pas contenté de rire. Ils ont continué à revenir. La MGM s'en est rendu compte immédiatement. Ils ont commencé à le faire jouer dans tout ce qu'ils pouvaient, pariant que même un scénario faible pouvait fonctionner si Skelton faisait partie de la distribution. Il était passé de la radio au cinéma, et en l'espace d'1 an, il ne se contentait pas de survivre à la MGM. Il était l'un des plus grands noms de l'entreprise. En 1943, Red se voit confier le rôle principal d'une comédie à part entière dans Whistling in Brooklyn, et le box-office n'hésite pas. Le film a rapporté 2,5 millions de dollars à l'époque, ce qui représenterait plus de 40 millions de dollars aujourd'hui. Il jouait un détective qui aimait aussi le baseball, et ce mélange de sport de mystère et de clownerie semblait avoir été conçu spécialement pour lui. Ce que le public ne savait pas, c'est que certains gags utilisaient des effets de stop-motion, ce qui était rare à l'époque. Un technicien de Disney avait même été appelé pour l'aider à chronométrer les mouvements. Le mélange du rythme physique de Skelton et de ses nouvelles astuces visuelles a donné au film des moments que personne n'a oubliés. Et comme ça, Red n'était pas seulement le clown de la MGM. Il était l'une de leurs stars les plus inventives. Mais 1 an plus tard, alors qu'il tournait Batting Beauty en 1944, Skelton reçut une nouvelle qui le changea à jamais. Son fils Richard est atteint de leucémie. Il n'en a parlé à personne au studio. Devant la caméra, il était le même vieux Red. Hors caméra, les membres de l'équipe le trouvaient parfois en train de pleurer dans un coin seul. Il a poursuivi le tournage. Le film a été un succès, mais le chagrin ne l'a pas quitté. Richard est décédé en 1958 à l'âge de 9 ans. Red dit que cela a tout changé. Son travail est devenu plus réfléchi. Il a commencé à s'intéresser aux œuvres caritatives. Il a commencé à accorder plus d'attention aux hôpitaux pour enfants. Le clown qui faisait rire les gens portait quelque chose de profond derrière ses yeux. Quelque chose qui ne le quittera jamais. En 1948, l'homme au pinceau sort et vend plus de 15 millions d'entrées dans le monde. Cela aurait dû être l'apogée de sa carrière cinématographique. Son personnage, un vendeur au porte-à-porte maladroit mais adorable, faisait tellement rire les spectateurs que les cinémas devaient rejouer certaines scènes pour laisser le temps au rire de s'installer. Mais Red n'était pas à la fête. La MGM lui imposait un contrat serré. Ils l'ont aidé à surmonter la maladie, le chagrin, tout. Il dira plus tard qu'ils ne lui ont jamais laissé le temps de respirer. Le rire à l'écran était réel, mais derrière lui se cachait quelqu'un qui était poussé au-delà de ses limites. Sa douleur personnelle est cachée derrière les ventes de billets, les échéances et les contrats. En 1950, il est nommé pour un Golden Globe pour The Yellow Cab Man. C'était comme une reconnaissance, mais derrière cela se cachait une autre bataille. Il voulait écrire ses propres textes, façonner ses propres personnages. La MGM ne voulait pas de cela. Il voulait qu'il soit obéissant. En 1951, il refuse d'accepter un rôle. Le studio le suspend. Les journaux s'en font l'écho. À l'époque, les acteurs ne se battaient pas contre les studios, mais Red lui le faisait. Il disait qu'il ne voulait pas être un simple clown. Il voulait être respecté en tant qu'artiste. Sa prise de position a marqué un tournant dans la manière dont les stars étaient traitées. Son nom était suffisamment important pour défier le système, et cela a fonctionné. Puis vint la télévision. Le 30 septembre 1951, le Red Skelton Show a été présenté pour la première fois à environ 30 millions de téléspectateurs. Cette première soirée avait tout pour plaire. Des sketchs de mimes, des blagues de soldats, de la musique en direct. Les gens n'arrivaient pas à croire que c'était en direct. C'est l'une des premières émissions diffusées d'un océan à l'autre à l'aide d'un nouveau système de câble coaxial. L'année suivante, il a remporté 2 Emmy.
CBS a essayé de l'adoucir, affirmant que sa comédie était trop visuelle, mais le public s'en moque. L'émission est devenue une tradition hebdomadaire. Ce n'était pas seulement une émission, c'était un événement. En 1952, un petit personnage nommé Freddy le Pique-Assiette fait son apparition. Un clochard sans domicile fixe qui boitait, souriait et avait du cœur. Red lui a donné de la chaleur, a dit qu'il avait été inspiré par quelqu'un qu'il avait rencontré alors qu'il était dans la misère à Chicago. Freddy ne parlait pas beaucoup, mais les gens l'aimaient. Ils voyaient de l'espoir en lui. En 1953, le personnage était plus célèbre que certaines stars de cinéma. Freddy a prouvé qu'un clochard, avec un bon sens de l'à-propos, pouvait conquérir une nation habituée aux comédies polies. Mais en 1957, la vie de Red a basculé. Sa femme Edna, qui est aussi son manager, lui avoue qu'elle a une liaison avec son producteur. Red a craqué. Il donne un coup de poing dans le mur d'un hôtel, se casse la main et manque 2 épisodes. La presse en a fait un scandale. Les fans sont choqués. Red a toujours eu l'air d'un père de famille. Quelques mois plus tard, il s'est remarié. Mais le mal était fait. Son image a changé. L'émission a connu une baisse de régime pendant un certain temps, mais ne s'est pas effondrée. Le public voulait toujours son rire hebdomadaire, même s'il savait que l'homme qui se cachait derrière était blessé. En 1958, Red a introduit un autre personnage, George Appleby, le mari qui fait la pluie et le beau temps. L'audience est énorme, jusqu'à 40 millions de téléspectateurs certains soirs. George était un homme triste, confronté au smog, aux tracasseries, et à un monde qui ne l'écoutait pas. Tout cela était joué pour rire, mais en dessous, il y avait la vérité. La voix de Skelton commence à s'affaiblir à cause d'années de tabagisme, et il s'oriente davantage vers la pantomime. Moins de paroles, plus de gestes. Son humour physique s'est affiné. Ce n'était pas une faiblesse, c'est devenu la raison pour laquelle les gens regardaient. En 1962, il a transféré son émission sur CBS et a remporté un Emmy pour son écriture. Il s'est moqué des banlieues de lui-même du monde. Mais la chaîne voulait plus de tranchants. Des blagues sur le divorce, la politique. Skelton a résisté. Il n'était pas un comique rebelle. Il voulait des rires, pas des controverses. Mais il a essayé. Ses sketchs ont commencé à se rapprocher de la ligne de démarcation entre le ridicule et le sérieux. Cet Emmy n'était pas qu'un trophée. Cela a marqué un tournant dans sa voix. Il était toujours le clown, mais il avait désormais quelque chose à dire. En 1965, il atteint son apogée. 50 millions de téléspectateurs la regardent chaque semaine. John Wayne est arrivé pour faire monter l'audimat. Skelton fait des parodies de western, reprend de vieilles routines, mais le public veut de la télévision en couleur. Il a d'abord résisté, pensant qu'il s'agissait d'un gadget. Finalement, il a cédé. La même année, il a diffusé une rétrospective avec Wayne et ses sketchs les plus célèbres. L'épisode du Scrapbook est devenu l'un des plus regardés. Il est à nouveau au sommet, même si de nouveaux humoristes à la voix plus forte s'élèvent derrière lui. En 1969, CBS décide qu'il est temps de passer à autre chose. L'émission de Skelton marchait encore bien, mais la chaîne voulait s'attaquer à la culture des jeunes. Elle l'a donc remplacé par des émissions de variété plus audacieuses. Red est passé à NBC pour une dernière saison. Sa dernière émission a été diffusée le 19 mai 1971. À la fin, il a dit adieu doucement. Les rires se sont éteints, mais pas l'amour. Cette dernière émission n'était pas seulement un adieu à une émission, c'était la fin d'une époque. 2 ans plus tard, en 1973, le fisc lui rend visite. Il devait 1,2 million de dollars d'arriérés d'impôts. Mauvais investissement, mauvaise gestion. À 60 ans, il doit vendre sa propriété de Palm Springs. Il reprend la route et se produit dans les casinos pour rembourser ses dettes. Il jouait devant des foules qui se souvenaient du bon vieux temps. Le glamour a disparu, mais pas le travail. Son combat pour rester à flot a fait la une des journaux. Derrière le sourire peint, il broie du noir. Puis, en 1976, il revient sur le devant de la scène. NBC lui offre quelques émissions spéciales sous le titre Funny Faces. Il ramène Clem Caddiddle-Hopper et met à jour les sketchs. Ils se sont bien vendus en syndication, rapportant 500 $ et l'aidant à se remettre sur pied. Les anciennes routines fonctionnaient toujours. Le public a encore ri. Clem est toujours là. Après la mort de sa deuxième femme, Georgia, la même année, Red se tourne vers la peinture. Il a réalisé plus de 500 portraits, à l'huile, la plupart représentant ses personnages. En 1980, il a organisé une exposition à Las Vegas. Il vend 200 peintures pour 5 000 $ chacune. La galerie était bondée. Ce n'était pas seulement une question d'argent. C'est en peignant qu'il a fait son deuil qu'il est resté en vie.
Les gens voient dans son art le même cœur que celui qu'ils ont vu sur leurs écrans. Mais en 1981, les choses vacillent à nouveau. Alors qu'il est en tête d'affiche à l'hôtel Riviera de Las Vegas, Red s'effondre dans les coulisses après un spectacle. Il avait replongé dans l'alcool. Il a failli mourir cette nuit-là. Ses amis ont eu peur. La scène avait été son remède. Mais aujourd'hui, elle l'épuise. Pourtant, il est revenu. Non pas parce qu'il devait le faire, mais parce qu'il ne pouvait pas ne pas le faire. Plus tard dans l'année, il tourne Freddy the Freeloader's Christmas Dinner pour HBO. Le film a été diffusé le 13 décembre 1981 avec Vincent Price et Imogen Coca. L'histoire est simple. Freddy voulait simplement partager un repas avec un ami. L'émission spéciale n'a coûté que 200 000 $, mais 5 millions de personnes l'ont regardé. C'était calme doux et plein de cœur tout comme lui. En 1982, il a fait More Funny Faces avec le légendaire mime français Marcel Marceau. Ils se sont livrés à un duel de 30 minutes de gags muets. Juste avant le tournage des Vandales, on détruit la tombe de Richard. Red ne dit pas grand-chose, mais la douleur est là. Sur scène, il ne perdait pas une miette. Il mime, sourit et fait oublier le public. C'est ce qu'il a toujours fait. Puis vint Funny Faces 3 en 1983. Cette année-là, Skelton a révélé quelque chose que peu de gens savaient. En juin 1944, il s'était engagé et s'était produit pour les soldats en Europe pendant 18 mois. Il a donné des spectacles pendant les pannes d'électricité, a fait rire les abris anti-atomiques et a diffusé des émissions sur la radio des forces armées. Personne ne le savait. Il avait gardé cela pour lui, mais c'est maintenant que cela se sait et que les gens voient le clown sous un nouveau jour. Il n'était pas seulement drôle. Il avait servi tranquillement. La même année, le 18 juillet, il se produit au Royal Albert Hall de Londres pour la reine Elisabeth II. C'était son anniversaire. Il a raconté des histoires, fait des sketchs et a même joué du tambour en l'honneur de son défunt père. Il a été filmé pour HBO et diffusé en 1984. Il a coûté les 200 000 $ habituels, mais les rires de ce soir-là ont rempli la salle comme ils l'ont toujours fait. La royauté a ri avec le reste d'entre nous. Chacune de ces émissions spéciales d'adieu a coûté environ 200 000 $ et a été regardée par environ 5 millions de téléspectateurs. Elles ont été filmées à Toronto et diffusées sur HBO. Des productions simples, un cœur énorme. Le dîner de Noël de Freddy the Freeloader et un spectacle du Royal Command ont été les plus marquants. La vie de Red Skelton s'est construite sur le rire, mais derrière son nez rouge et son sourire peinturluré se cachait un homme qui en savait plus sur le chagrin d'amour que la plupart des gens ne l'auraient jamais imaginé. En 1957, lorsqu'il divorce d'Edna Marie Stilwell, les gros titres ne font qu'effleurer le sujet. Elle n'était pas seulement sa femme, elle avait été son manager, son écrivain, sa boussole. Leur fille Valentina n'a que 10 ans lorsqu'elle devient le centre d'une tempête qu'aucun des deux parents ne peut contrôler. Edna a accusé Red d'être distant. Red a déclaré qu'Edna avait monté leur fille contre lui. Le tribunal a choisi Edna. Red a pleuré en plein tribunal. Certains jours, il se montrait maquillé en clown, essayant de rappeler au monde qu'il existait encore en tant que père. Cela a été considéré comme un coup de publicité, mais ce n'était pas le cas. C'était le seul moyen qu'il connaissait pour parler à travers le bruit. Quelques mois plus tard, en mai 1958, on diagnostiqua une leucémie chez son fils Richard, âgé de 9 ans. Les médecins ne pouvaient rien faire. Red et sa femme Georgia ont veillé au centre médical de l'UCLA, alors que le corps de Richard s'affaiblissait. Le 10 mai, quelques jours avant son 10e anniversaire, le garçon est mort. Red annule son émission. Johnny Carson prend sa place à la télévision. Hors caméra, Red s'est arrêté de parler. En 1961, le chagrin l'engloutit tout entier. Il tente de mettre fin à ses jours à l'aide de somnifères. Les médecins l'ont ramené à la vie, mais la partie de lui qui dansait librement n'est jamais vraiment revenue. À partir de ce moment, il a transformé toute sa tristesse en objectif. Il a construit le Red Skelton Classic Learning Center en 1963 en essayant d'offrir à d'autres enfants ce qu'il avait perdu. En 1963, il épouse Lotiane Toland. Des rumeurs de trahison les suivent tout au long de la décennie. En 1971, le mariage prend fin. Red se retrouve à nouveau seul. En 1973, Georgia Davis est arrivée et pendant un moment, la vie s'est réchauffée. Mais le cancer l'a emporté en 1976. Il n'a pas fait de déclaration. Il n'apparaissait pas en public. Pendant près de 3 ans, Red n'est pratiquement pas sorti de chez lui. Pas de scène, pas de projecteur, pas de chute, juste le silence et l'ombre.
Le 17 janvier 1986, la voiture de Red a percuté un autre véhicule à Palm Desert. Il avait 73 ans et son corps s'est brisé en 12 endroits. Ses côtes sont fissurées, ses jambes brisées, son visage meurtri et tuméfié. Il est resté à l'hôpital pendant des semaines. Des opérations chirurgicales ont suivi. Il a fait des blagues à la presse, mais en privé, il avait peur que ce soit fini. Il n'a pas pu marcher pendant des mois. Il ne pouvait pas travailler. Il s'est retiré discrètement de la vie publique, non pas dans l'amertume, mais dans une retraite tranquille. En 1990, les médecins lui ont dit que ses poumons étaient en train de s'affaiblir. Maladie pulmonaire obstructive chronique. Trop de cigarettes, trop de décennies. Il a démissionné sur le champ. Il a dit que c'était la chose la plus difficile qu'il ait jamais faite. Au cours de ces dernières années, il a peint de manière obsessionnelle. Plus de 50 000 pièces. Il les a vendues à donner l'argent aux hôpitaux pour enfants, à laisser les arts s'exprimer là où ils ne pouvaient le faire. Le 17 septembre 1997, Red Skelton est décédé. Mais même à ce moment-là, il n'était pas au bout de ses peines. En 1986, Lucille Ball a remis à Red le Governor's Award lors de la 38e et cérémonie des Primetime Emmy devant une foule réunie à Pasadena. Cela faisait 16 ans que son émission avait été annulée, mais personne ne l'avait oublié. La même année, il reçoit un diplôme honorifique de la Ball State University. En 1987, il reçoit un Screen Actors Guild Award. Son nom revient dans les conversations. Une génération qui avait grandi avec lui est revenue à la charge. Il se souvenait de la voix, du visage, de la tristesse qui se cachait derrière le sourire. En 1989, l'intérêt s'est à nouveau accru. 3 épisodes manquants du Red Skelton Show ont été découverts. En 1990, ces autres ont été ajoutés à une collection de VHS appelée The Lost Episodes. Ils provenaient de collectionneurs privés, des coffres-forts, d'anciennes stations d'endroits où personne n'avait cherché depuis des décennies. Il ne s'agissait pas de simples rediffusions. Ce sont des moments que l'on croyait perdus à jamais. Les routines de Red, autrefois granuleuses et silencieuses, étaient à nouveau vivantes. En 2013, plus de 200 heures de kinéscope non diffusées ont fait surface dans l'Indiana. Il ne s'agissait pas du genre de clip auquel on s'attendrait. Il s'agit de sketchs censurés dans les années 1950 de routines sur le racisme et les droits civiques qui n'ont jamais été diffusés. Skelton les avait écrites, s'était battu pour elles, puis les avait stockées lorsque les réseaux avaient dit non. Des décennies plus tard, elles sont réapparues, montrant au monde une version de Red qui ne se contentait pas de jongler ou de mimer, mais qui questionnait et poussait. Ces bobines ont été intégrées à la collection Edna et Red Skelton. Elles étaient brutes politiques humaines. Son art a également refusé de disparaître. En 2020, les peintures de Freddy le resquilleur se vendaient jusqu'à $1 million. Le clochard qu'il jouait à la télévision était devenu un sujet d'art. Skelton a commencé à peindre dans les années 1960 et à la fin de sa vie, on dit qu'il a gagné plus grâce à l'art qu'à la télévision. La succession Skelton a fait don de plus de 1000 œuvres à des musées. Une galerie de $4 millions a été construite au musée Red Skelton. Ce qui était autrefois accroché dans son bureau l'est désormais dans les expositions. L'homme qui peignait pour survivre au chagrin s'était en quelque sorte peint lui-même pour devenir un héritier. En 2024, le Palais Center for Media a révélé quelque chose d'autre, une collection de prises de vue et de bêtisiers de son dernier épisode télévisé en 1971, diffusé le pire août de cette année-là, clôturant une série de 20 ans sur CBS. Mais ces séquences inédites ont montré quelque chose de plus intime. Des rires en coulisses avec Carol Burnett, des répliques manquées, une équipe qui craque raide, prise au dépourvu au milieu de l'émotion. C'est le genre d'image qu'il n'aurait jamais cru pouvoir diffuser. Elles sont devenues le cœur des rétrospectives à venir, puis sont devenues les plus obsédantes de toutes. En octobre 2024, Tubi a diffusé Red Skelton, The Farewell Specials Uncensored Edition. Cette émission a attiré plus de 2 millions de téléspectateurs au cours de la première semaine. Il s'agit d'extraits de sa saison 1981-1982. La plupart de ces émissions n'avaient jamais été diffusées. Une scène, une version de 45 minutes du Freddy de Freeloader's Christmas Dinner. Le dîner de Noël de Freddy, le profiteur a révélé du matériel supprimé des propres bandes de Skelton. Il ne s'agissait pas seulement de jouer la comédie. Red pleurait.
Les monologues se succédaient, là où les scénarios s'arrêtaient. Il s'adressait à la caméra comme s'il s'agissait d'un confessionnal. Il a parlé de son père, Joe Skelton, qui est mort en 1912, sous un chapiteau de cirque un mois avant la naissance de Red. Il a parlé de Richard Jr., il a dit qu'il n'avait jamais guéri de cette perte. Certains téléspectateurs ont dû arrêter de regarder. C'était trop personnel, comme si on ouvrait le journal intime de quelqu'un et qu'on l'entendait parler. Au milieu de l'émission spéciale, Skelton a admis une chose à laquelle personne ne s'attendait. À 6 ans, il a passé 4 mois avec le cirque Hagenbeck Wallace en 1929 et a avoué avoir volé des scénarios, des routines de clown, des gags physiques, des plans pour les tartes. Il les mémorisait ligne par ligne. Il a ri en pleurant et a dit « Si je n'avais pas piqué ces scripts, je vendrais encore du savon dans la rue. Les images ont été restaurées en 4K. Les subtiles crispations du visage, les minuscules mouvements des mains dans ses pantomimes, tout cela a été préservé. » L'équipe de restauration a travaillé pendant plus d'1 an. Elle a nettoyé chaque image stabilisée, chaque prise de vue. Ce qui était poussiéreux et sombre est devenu propre, net, inoubliable. Les jeunes dont beaucoup n'avaient jamais entendu son nom ont découvert ce qu'il pouvait faire avec le silence et un sourire peint.